Bonjour Maître Durimel, bienvenue sur The Link FWI. Pourriez-vous vous présenter pour nos lecteurs et lectrices, votre parcours professionnel et politique? Eh bien, je suis né le 24 août 1957. J'ai aujourd'hui, au mois d'août, j'aurai 62 ans. J'ai donc commencé une carrière professionnelle très tôt. J'ai travaillé à la mairie de Morne-à-l'Eau comme secrétaire général. Maintenant, on parle de DGS, directeur général des services, pendant 10 années. Et comme je suis un juriste, en 1990, j'ai décidé de passer l'examen d'entrée dans un centre de formation d'avocats en vue d'obtenir le CAPA. Donc, 10 années après avoir quitté mes études, fini mes études, j'ai repris cette formation d'avocat et ce qui m'a permis de démissionner de la mairie de Morne-à-l'Eau avec 10 années d'expérience en tant que cadre territorial. Je suis donc reparti à Paris où j'ai exercé pendant 2 ans comme avocat après avoir réussi à cet examen. Je signale pour la petite histoire que de ma promotion, appelée promotion Badinter, il y avait également Marine Le Pen. J'étais troisième ex aequo de la promotion et elle se trouvait dans les bas-fonds du tableau, dans les 300e sur les 500 lauréats, sur les 500 lauréats de cette année 1991. Donc je suis assez fier de le dire parce que quand je vois qu'aujourd'hui que Marine Le Pen est prévue ou pressentie comme pouvant mettre en difficulté le président de la République, je me dis, eh bien, peut-être que je suis pas né au bon endroit de la République, voilà. Donc, retourné en Guadeloupe en 1993 en tant qu'avocat, à la demande de mon ami et ancien bâtonnier, le Jean-Yves Belaï, qui nous demande de venir l'aider à faire son bâtonnat, maître Pancrel, maître Charles Nicolas et moi-même. Nous avons donc été les mousquetaires, si on peut dire, de ce cabinet Belaï à l'époque. Et très rapidement, vu nos potentiels respectifs, nous nous sommes chacun installés à nos comptes, à notre compte. Et donc, parallèlement, j'ai mené un engagement politique, citoyen, si on peut dire, en tant qu'écologiste. Avant même de passer l'examen d'avocat, j'avais créé Génération Écologie, tout en étant dans l'Hexagone, avec Benito Espinal, Marilyn Pierre-Bacas, Maurice Anselme et quelques amis. Mon absence a fait qu'il y a manqué d'animation de ce mouvement et la Génération Écologie, avec les orientations prises par Brice Lalonde, nous nous en sommes éloignés. Puis en 1997, Dominique Voynet et d'autres me demandent de participer au nom des Verts aux élections législatives. C'est mon premier engagement dans une élection, mais je leur pose comme condition que je ne sois pas un candidat Kleenex, que je ne sois pas le candidat des Verts juste pour ramasser du financement public dans l'outre-mer. Je leur dis que je suis candidat à la condition qu'au-delà de la candidature, qu'on puisse créer un mouvement écologiste en Guadeloupe et ils acceptent le deal. Dès que l'élection est terminée, je pars avec un groupe d'amis les rencontrer à Paris. Et là, nous prenons la décision de passer une sorte d'accord qui fait que de nous, une section régionale de les Verts nationales, mais avec une clause qui nous permettait d'opposer l'exception culturelle si des orientations prises par le Parti national ne correspondaient pas à nos convictions, à nos valeurs locales. Donc voilà comment, depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans, en tant que militant écologiste, je suis sur tous les fronts. Chaque fois que l'intégrité de notre territoire, notre biodiversité et notre patrimoine, nos libertés sont menacées par l'action judiciaire, les procès et par le militantisme sur le terrain, j'ai toujours exprimé mon dévouement pour les causes de mon pays, de mon peuple, comme étant une partie de ma personnalité, sans calcul, sans obsession d'être élu, puisque d'aucuns m'interrogent à chaque fois que je ne suis pas élu, mais M. Durimel, vous n'êtes pas élu, pourquoi vous continuez? Mais je continue puisque je vois que la cause avance. Je vois que les idées que je défends sont de plus en plus comprises. Le combat que j'ai mené pour faire reconnaître depuis 2002 notre contamination au chlordécone montre bien que la perspicacité, la ténacité finissent par payer, puisque le président de la République est venu 15 ans plus tard, ou 16 années plus tard, nous dire que oui, l'État est irresponsable. Tout en nous disant ça, l'État s'applique à dire que l'État est responsable, mais responsable de rien, puisque vous ne prouvez pas que cela vous fait du mal. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi des plans chlordécone? Pourquoi cet aveu?
Pourquoi cet aveu de responsabilité si on ne nous a rien fait, s'il n'y a pas de problème? Donc le combat continue pour le chlordécone, mais le combat continue aussi pour faire évoluer les mentalités, faire croire les Guadeloupéens en eux-mêmes et en leur pays. C'est ça le sens de mon engagement. Et en cela, pour moi, il n'y a pas la grande victoire, il n'y a pas le grand soir, mais il y a des petits pas. Au rêve du grand soir, moi je préfère le réalisme des petits matins. L'envie de faire de la politique. Eh bien, je crois que c'est un trait de caractère déjà, puisque tout petit, j'avais 7-8 ans, et une grand-mère chez qui je passais beaucoup de temps, qui s'appelait Afi. J'aime toujours lui rendre hommage quand on me pose cette question-là, parce que je crois que depuis mon jeune âge, et je vous dis, j'étais au CM1, CM2, et elle me disait avocat en moins, avocat en moins. Ah, avocat en moins, avocat, elle m'appelait avocat en moins, tout petit. Et donc quand j'ai travaillé à la mairie et quand j'ai été dégoûté de mon passage à la mairie, que je voyais bien que le droit et la raison que je prônais n'avaient pas beaucoup de place à côté de la valeur électoraliste de telle ou telle personne, tel homme dans une buvette qui faisait voter 10 personnes avait plus d'importance que moi dans le dispositif des maires en place. Donc j'ai préféré partir et j'ai été tenté donc d'embrasser la profession d'avocat puisque j'ai toujours été un passionné du droit. J'ai eu la chance de faire mes études au Panthéon-Sorbonne à Paris 1 et j'ai eu des bons professeurs. J'ai eu Guestin, un prof en droit civil, j'ai eu Azoulay aussi, j'ai eu Geneviève Vinet, et j'ai eu des très grands professeurs. J'ai eu monsieur Baneter qui m'a fait du droit pénal et je crois que c'est lui qui m'a donné l'envie d'être avocat. Robert Baneter nous a vraiment fait aimer la défense des droits et des libertés. C'était un homme qui faisait ses cours sans notes à Tolbiac et également au Panthéon. C'était quelqu'un qui vous faisait comprendre que les études que vous faites, c'est pour les mettre au service de causes, non pas pour gagner de l'argent, mais pour défendre des causes. Et Robert Badeter m'a insufflé l'envie d'être un avocat que j'ai dû taire pendant longtemps, puisque mes parents n'avaient pas les moyens de continuer à financer des études, il fallait que j'aille travailler. Donc je suis revenu travailler quand le maire Samand de l'époque m'a proposé le poste de secrétaire général de mairie. Mais j'ai vite compris que mon destin était d'être un défenseur des droits et des libertés. Donc partant de la fonction d'avocat, j'étais déjà sur la rampe de l'engagement, de la défense des plus faibles, et ça m'a tout naturellement conduit, associé à ma conviction écolo, puisque je suis de la génération de ceux qui ont suivi les Bob Marley à l'époque. J'ai rencontré Bob Marley à Londres, on a même pu jouer au foot à l'époque avec des amis de moi de Ladbroke Grove, c'est un quartier de Londres où les Antillais sont bien implantés, tout près du marché de Portobello Market, et il y avait un groupe qui s'appelait Sons of Jah, et l'un des leaders, l'un des chanteurs, Harold, était très ami avec Bob Marley. Un dimanche matin, il allait à sa rencontre pour faire du foot, il était de passage à Londres, il m'a dit viens avec moi, je sais que tu es un fan de Bob Marley. Et ce jour-là, Bob avait quelques douleurs aux pieds, il avait dit qu'il ne pouvait pas jouer, qu'on n'allait pas jouer ce matin-là, mais on s'était rencontrés dans le parc. Et donc tout cela fait que j'étais sensibilisé à l'époque par les Rastafariens, par le végétarisme. Ils étaient très végétariens, ils étaient très bibliques, et dès cette époque-là, en 1977, j'arrête de manger de la viande, et depuis j'en ai jamais mangé, depuis 42 ans. Je n'ai plus jamais mangé, et je commence à lire sur le végétarisme, et là je m'intéresse à la nature, et je m'intéresse à la qualité des choses, à la biodiversité, et donc je deviens donc un écologiste, un végétarien, et qui s'intéresse donc aux faibles, les paroles, les chansons de Bob Marley, Get Up, Stand Up for Your Right, No Woman, No Cry à l'époque. Tout cela a construit mon idéal écolo et caribéen. Et donc c'est dans ces conditions que je rencontre ma première épouse qui est jamaïcaine et qui fait des études à Paris. Ok, donc je disais que ce parcours, mes rencontres avec les Rastas de l'époque, mais les vrais, hein, c'était pas des gens qui n'étaient pas portés que sous fumée zeb, à pâté le point central. Hein. Le point central de Rastafarisme, c'était la Bible, c'était tu ne te coupes pas les cheveux, c'était Nombre 6. C'était cet extrait de la Bible qui mettait en avant le rasoir ne passera pas sous ta tête. Quand on fait le vœu de Nazaréa, on se coupe les cheveux pour recommencer une nouvelle vie en quelque sorte, une nouvelle conscience. Donc c'était ça à l'époque, c'était le végétarisme, c'était la lutte contre le défrisage.
Monde pas de fait l'ox pour ni grand chivé, monde de fait l'ox par rébellion, par résistance. Et pendant 3-4 années d'études, je me suis pas coiffé pour être comme eux, pour montrer notre négritude, affirmer que nous n'avons pas besoin de nous blanchir pour exister, pour être aimés des blancs, des noirs, des jaunes, et pour nous-mêmes les aimer, parce que rastafarisme veut dire aussi transcender les histoires de couleur de peau, puisque Marley était noir, blanc, tout à la fois, il était un homme. Et au-delà de la négritude, c'était l'humanisme du rastafarisme à l'époque qui me séduisait et qui a fait que pendant longtemps, j'ai suivi tous les concerts de Marley à Paris. On en a organisé nous-mêmes. On a fait venir Aswad à Paris. On avait 21 ans, 22 ans. On avait créé une association Akumun, Art, Culture, Musique Noire. On était des étudiants, on habitait en Tony, on n'avait pas d'argent. Et grâce à cette époque-là, je pense que j'ai acquis une combativité, une culture ancrée dans la Caraïbe et une fierté de mes origines grâce à ça, à cette époque-là. Et donc, je pense que tout naturellement, ça m'a donné l'âme de militant. Et quand j'arrive en Guadeloupe et que en 97 on me demande d'être candidat aux législatives, je pense que j'ai quelque chose à apporter. Et depuis, dans le paysage morose de l'action politique en Guadeloupe, j'ai des retours qui me font penser que les messages que j'adresse, que j'émets, sont entendus. Et comme vous voyez, un récent sondage semble me démontrer que les Guadeloupéens, contrairement à ce qu'on a pu penser, ils entendaient, mais ils ont tardé à comprendre. On le sait, vous avez été candidat à plusieurs reprises aux élections municipales à Pointe-à-Pitre. Malgré de bonnes idées dans vos programmes, vous n'avez jamais gagné. Comment expliquez-vous cela ? Alors déjà, la première fois que je me suis présenté en 2008, pour la première fois on a mis le clan Bangou en ballottage. Seulement ils avaient mis en place une stratégie pour gagner, pour créer une triangulaire, hein, parce qu'avec une triangulaire ils gagnent toujours tout en étant minoritaires. Et donc Georges Bouédan était apparu comme le cheval de Troie, celui qui, tout en n'étant pas dans la famille, restait quand même une émanation de la famille, puisque lui aussi, il était conseiller et même adjoint au maire depuis fort longtemps avec le père Bangou. Donc en 2008, lorsqu'il me voit sortir avec 1500 voix et que lui, il en a environ 1800, il me propose un accord de deuxième tour, mais un accord où il me dit, les gens veulent pas de toi trop devant, il faut qu'on te mette au fin fond de la liste parce que tu es bouillonnant, on craint que tu ne puisses pas, on puisse pas gouverner avec toi et tout ce qui s'ensuit pour me dissuader d'être dans les 5 premiers alors que j'emmène les voix et il veut mettre devant moi des gens qui n'apportent rien. Donc l'accord n'a pas eu lieu et s'est répandu une salade fomentée par eux, et comme quoi Harry Durimel se serait maintenu pour faire gagner les Bangou, quoi. Donc ce serait moi, un non-Bangou qui aurait plus que Brédan, beau-fils, double beau-fils et beau-frère de Jacques Bangou, qui n'aurait pas permis de battre les Bangou. Et après il y a 2014, et en 2014, eh bien, le même Georges Brédan va montrer sa vraie face, il va se rallier à Bangou et ils vont faire une liste très homogène, une liste très concentrée et puissante pour barrer la route à Durimel. Le ralliement de Georges Brédan et de ses troupes à Jacques Bangou a été fait pour pouvoir me barrer la route. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps puisque les personnes qui étaient avec Georges Brédan, elles n'étaient pas dans une démarche comme ça. C'était des gens qui voulaient porter leur contribution et qui pensaient pouvoir changer le bangouisme de l'intérieur. Et ces gens étaient très déçus, très amers, et se sont vite retrouvés à nos côtés dans l'opposition, parce que même Georges Bouédan, il s'est fait évincer par son beau-frère du poste d'adjoint. Et voilà, donc les deux tentatives n'ont pas été fructueuses. Je pense que c'est en raison du clientélisme que la Chambre régionale des comptes est en train d'exploser là, parce qu'on a découvert le poteau rose. C'est le clientélisme qui est la deuxième fois qui aussi est le facteur déterminant de notre échec, parce que comment battre des gens qui se servent de l'argent de la commune pour acheter pratiquement des consciences, parce qu'on a pu prouver que les règles des marchés publics ne sont pas respectées. On a pu prouver que la comptabilité publique, les règles strictes de la comptabilité publique ne sont pas respectées par le maire et la municipalité, de sorte qu'ils bénéficient d'une manne faite d'argent public pour pouvoir entraver le jeu démocratique. On se sert de l'argent du peuple pour entraver, pour bâillonner le peuple. Et résultat, avec 3126 voix,
Le maire Jacques Mangou nous a battus en 2014, alors que lorsqu'on additionne les voix de l'opposition, les anti-Mangou sont majoritaires à Pointe-à-Pitre. Le troisième facteur, c'est l'abstention. Il n'y a pas d'électeurs à Pointe-à-Pitre. Beaucoup de gens inscrits sur les listes électorales n'habitent pas Pointe-à-Pitre, sont désintéressés de la ville de Pointe-à-Pitre. On les maintient sous la liste parce qu'ils ont toujours voté pour la municipalité, mais ces gens ne sont plus là et se moquent complètement de l'état de délabrement de Pointe-à-Pitre. Donc là, cette année, en 2020, nous allons tout faire pour qu'il y ait des électeurs. Nous allons tout faire pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'homme providentiel. La force, c'est le peuple. Et moi, quand on me demande où vas-tu, candidat Monalo, Pointe-à-Pitre, je ne réponds pas à ces questions parce que le problème de ces collectivités qui me sont chères, c'est pas un problème de candidats. Il y a foison de candidats. Il y en a même trop. Et c'est un problème d'adhésion populaire, d'engagement populaire. S'il n'y a pas d'électeurs, à quoi ça sert d'être candidat? Donc moi, je m'efforce de réveiller les Mornaliens, de réveiller les Point 3, de leur redonner un appétit de politique, si on peut dire, leur faire comprendre que la politique, c'est pas sale, c'est ceux qui l'ont fait mal, qui l'ont sali. Ils l'ont sali d'ailleurs pour vous dissuader d'en faire, pour qu'ils fassent leurs affaires dans votre dos. Mais l'abstention n'est pas la solution. Il faut un engagement, il faut de l'implication. La démocratie participative, c'est la clé. Et c'est ce que le mouvement des Gilets jaunes est en train de révéler au grand jour. La démocratie représentative, la gestion verticale qui consiste à émettre des idées, des normes, des projets et de les faire avaler par le peuple, ça ne fonctionne plus. On ne doit plus promettre au peuple de faire pour le peuple, mais avec le peuple. Et c'est ça que nous impliquons à faire. Si ça marche, s'il y a une force qui s'élève, s'il y a un collectif de citoyens qui se met debout, eh bien je serai dans ce collectif pour pouvoir...